Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ribrian. Ribrian comme Ribrian évidemment, j'espère que tu as capté le petit jeu de mots qui est plutôt assez marrant ou pas, tu me le diras en commentaire, on en reparle plus tard. Alors pour commencer, on va donc expliquer un petit peu pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet important, une grande question qui est pourtant pas si développée dans les contenus qui sont proposés, que ce soit les Américains, les Anglais, les Français et j'en passe. C'est donc un grand sujet, comment être un bon deck builder. Et donc on va commencer par cette vidéo. Alors dans ce sujet, donc dans ce thème, tu vas pouvoir retrouver 6 grandes idées. Je ne vais pas te les énumérer pour ne pas te spoiler directement, mais dans l'idée, tu auras donc 6 raisons qui vont faire de toi, en tout cas je l'espère, un bon deck builder. On va donc commencer par le premier point très essentiel. Alors depuis le début du jeu, on avait cette règle de construire un deck de 50 cartes, avec évidemment un leader et un side de 15 cartes. Alors aujourd'hui, actuellement, on a donc cette limite qui a été repoussée à 60 cartes. Donc aujourd'hui, tu peux construire ton deck de 50 à 60 cartes, 50, 51, 52, 60, c'est un peu comme tu le souhaites. Et donc la toute première erreur à ne pas commettre, c'est de jouer à plus de 50 cartes. Alors évidemment, tu me diras pourquoi, ou il y a des decks qui jouent à 60, c'est très bien. Alors oui, tu as des decks qui vont beaucoup meuler, tu as des decks qui vont vraiment tuto énormément, donc là c'est un peu moins dérangeant, la mécanique fait que ça peut se comprendre, mais dans la globalité de tes constructions, tu te dois de jouer à 50 cartes, pas une carte de plus. Pourquoi? C'est très simple, c'est une question de probabilité. Plus tu auras de cartes dans ton deck, moins tu auras de chances de piocher ce qui t'intéresse. Souvent tu as des cartes clés, tu as des cartes que tu auras x4 et que tu aimerais avoir normalement dans l'idée x8, x16, des cartes qui sont vraiment très impactantes dans des games. Et donc tu dois vraiment faire attention à ne pas dépasser cette limite et te forcer à 50 cartes. Alors je sais, si toi tu as l'habitude de me connaître, de me croiser sur des tournois, tu me diras ouais mais toi t'as 51 cartes, pourquoi tu nous dis ça alors que toi tu le fais pas? Alors moi c'est différent, depuis le début j'ai décidé de me passer à 51 cartes, voilà, c'est ce petit côté spacey qui fait que moi je joue mes decklists comme ça. J'ai essayé de repasser à 50 parce qu'il le faut et j'y arrive pas, j'ai l'impression qu'il manque ce petit truc, j'ai l'impression de ne pas être complet, j'ai l'impression voilà, donc plein de petites choses qui sont pas forcément vraies. C'est de la désillusion, c'est du mensonge et tout ce que tu veux, tu pourras me traiter si tu veux en commentaire, mais voilà, je te déconseille de faire comme moi, reste bien à 50 cartes, au moins ton deck sera plus stable et tu seras bien content quand tu auras ta SR en top deck sur une partie et te dire que si tu jouais à 51 ou plus, tu l'aurais peut-être pas eu à ce moment-là. Petite pensée d'ailleurs à toi Golden. Alors je vais justement te sortir un argument qui je pense va un peu plus te convaincre, car même si oui tu me fais déjà confiance, t'aimerais quand même lever ce petit doute que tu as en toi. Alors, tu prends une carte que tu as en x4 dans ton deck, à un deck de 50 cartes, donc très classique. Imaginons que tu reçois donc tes 6 cartes en début de partie, et que tu décides de changer ces 6 cartes. Parce que tu n'as pas forcément la carte que tu veux pour commencer au T1, au T2, etc. Donc tu vas repiocher tes 6 cartes, et sache que tu as 76,61% de chance après 4 pioches, donc 2 tours dans l'idée, donc 2 tours où tu vas piocher une carte en début de tour et double attaque de leader. Après ces 2 tours, ce mulligan à 6, tu as donc 76,61% de chance d'avoir au moins une fois l'exemplaire de la carte que tu souhaites. Et donc si tu joues à 51, 52, 53 jusqu'à 60, plus tu vas augmenter ce nombre, plus ton pourcentage va diminuer, que ce soit de 1%, 2, 3 jusqu'à 5 ou 10. Toi directement tu vas te dire ouais bon c'est pas grave, qu'est-ce que 1%, qu'est-ce que 2%, 3%. Mais sur un tournoi de je sais pas 7 ou 8 rondes avec forcément un tournoi en mode BO3 où tu vas pouvoir faire 15 ou 16 matchs, ce taux de pourcentage accumulé à chaque fois sur tes games fera que tu vas peut-être perdre une game ou tu vas peut-être pas avoir ce que tu veux à tel moment. Et donc tout ça peut directement impacter ton résultat global sur ton tournoi. Alors si encore une fois tu ne me fais pas confiance à 100%, je vais finir par te donner encore de dernières petites statistiques et après je te promets que je te laisse tranquille. Alors, donc tu commences ta partie, tu as tes 50 cartes, tu vas piocher. Alors, en ayant fait ton mulligan ou non, sache que tu as pour une carte en 4 exemplaires 32,8% de chance d'avoir au moins cette carte en main de départ. D'accord? En passant à 3, tu vas donc diminuer et passer à 27,3%. Tu vois déjà qu'il y a une sacrée différence de pourcentage. Et puis à 2, alors là c'est un peu presque divisé par 2, où là tu vas être à 20,1% de chance
d'avoir ta carte en main de départ. Et donc là tu commences à comprendre que ça peut être hyper important évidemment de prendre en compte ce côté statistique et chance pour augmenter, on va dire dans l'idée, ton rapport victoire-défaite lors d'un tournoi. On vient donc ensemble de parler du premier point important, donc ta construction de deck à 50 cartes et essayer le plus possible de mettre tes cartes en x4 si ce n'est en x3 et de ne pas trop te disperser à mettre un petit peu des cartes dans tous les coins en x1, x2 et finalement ne plus réussir à toucher ce que tu veux. On va donc passer sur le second point qui est pour moi aussi ultra important, c'est la courbe de mana. Alors, qu'est-ce que la courbe de mana? C'est un principe qui a été aussi très présent dans Magic. Effectivement, à l'époque, tu achetais donc des kits d'initiation qui contenaient donc des boosters, des landes, des cartes un peu toutes les couleurs pour commencer, et un petit livret qui t'expliquait en même temps à l'intérieur combien de cartes de quel coup ton deck devait contenir en fonction des couleurs et combien de landes tu devais avoir. Alors évidemment dans Dragon Ball tu me diras ouais mais c'est pas le rapport, on n'a pas de landes, pourquoi tu me dis ça? Alors on va reprendre un peu ce principe que je trouvais d'ailleurs très intéressant. Ce qu'il faut te dire c'est que dans Dragon Ball tu dois essayer de prévoir un petit peu tous tes tours. C'est-à-dire qu'à chaque tour, tu dois avoir des cibles potentielles à jouer, évidemment en fonction des match-ups et des adversaires que tu auras, et donc d'avoir une chance à chaque fois de jouer quelque chose. Je prends l'exemple, donc pour le tour 1, ce que moi je te conseille, c'est d'avoir entre 6 et 8 exemplaires de cartes te permettant de jouer une carte pour une énergie. Alors je ne prends pas en compte les contres, tout ce qui est counterplay que tu pourrais avoir, etc. Mais vraiment un vrai T1 qui va te permettre de lancer une chaîne, de tuto, de piocher ou autre chose. Donc vraiment partir sur un minimum de 6 et 8 et je privilégie d'ailleurs 8. On va partir donc pour le T2. Pour le T2, là je te conseille aussi de te rapprocher entre 6 et 8 cibles si ce n'est 8. Il faut vraiment que tu te rendes compte que jouer des cartes, les dépenser ou faire quelque chose pendant ton tour, c'est très important. Alors évidemment tu me dis ouais mais toi t'es peut-être joueur bleu, t'aimes bien contrôler. Alors d'accord, tu aimes contrôler, mais tu vas pas garder deux énergies en mode action juste pour faire un contre. Perdre du CA et pas prendre ton point de vie. Non, tu vas essayer de rentabiliser ton tour, contrer Boonsane Battle, la gérer, jouer une carte, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que tu aies une solution dès le T2 à jouer, que ce soit offensif ou défensif. Donc voilà, entre 6 et 8 cibles. Donc 6 c'est vraiment le minimum, 8 c'est une bonne moyenne. Si tu veux mettre un peu plus, un peu moins, voilà, je te conseille de ne pas aller non plus trop au-dessus. Et donc, une fois que tu as compris ça, on va faire un petit peu le même principe pour la suite des tours. Donc pour le tour 3, là dans l'idée c'est de partir entre 4 et 6 cibles, alors ça dépendra toujours de ton deck et des possibilités que tu offres. Je prends l'exemple de Soul Striker, je suis joueur bleu, je pense que tu le sais déjà. Alors Soul Striker c'est un deck qui est un peu particulier, mais à l'intérieur de ce deck là, on avait finalement que 4 cartes à jouer vraiment dès le T3. Et ces 4 cartes c'était l'unisson. Alors pour certains, en fonction du format, tu pouvais passer à 5 unissons, 6 unissons, ça dépendait un peu du joueur, de son appréhension et de ton deck. Mais à partir de ce moment-là, tu pouvais rentrer uniquement 4 unissons à 3 pour le jouer dès ton T3. Et à partir de ça, tu pouvais partir sur des plays défensifs, un peu plus offensifs, etc. Alors maintenant que tu as compris pour le T3, on va rapidement passer sur le T4. Alors là, tu te dois d'avoir entre 2 et 4 cibles. Alors si tu es quelqu'un qui est très basé sur la stabilité, je te conseille d'avoir 4 cibles pour ton T4. Maintenant, si en fonction de ton deck, tu as d'autres options de jeu plus intéressantes et qui ne sont pas forcément impactantes, tu peux te passer à 2 ou 3. On continue donc pour le tour 5, tour 5, tour 6, tour 7 et on va progresser comme ça. Après ça commence vraiment à faire beaucoup. Tes exemplaires de cartes peuvent passer en 1 ou 2 exemplaires. Souvent ce sont des finishes, je prends Freezer Mull, je prends Foodis, C17 ou autre exemple pour le bleu en tout cas. Voilà, c'est des cartes que tu vas jouer en x1 ou x2 parce que tu sais que si tu les as x3 ou x4, tu risques vraiment de les avoir un peu plus tôt dans la partie et être embêtantes. Alors tu me diras, oui, on peut les mettre en énergie, mais quand même, c'est des cartes que tu ne veux pas voir souvent, ou en tout cas pas tout de suite. Alors non, ce n'est toujours pas fini, tu n'es pas encore un bon deck builder, et on va donc passer sur la prochaine partie. Alors la prochaine partie, elle est très simple. Quand tu vas construire un deck, tu vas forcément avoir besoin d'un archétype ou des cartes à mettre dedans. Alors, la toute première chose à faire, c'est de lire quels sont les effets de ton leader, autour de quel archétype il va jouer et quel est son lien, ses traits de personnage. Alors, je prends l'exemple encore tout bête, Baby Bleu. Je suis joueur bleu, je vais encore partir sur du bleu parce que t'aimes ça et je le sais. Alors Baby Bleu, on sait que lui réduit les contres et qu'il a donc cette mécanique d'Overlord une fois éveillé.
Donc tu vas directement comprendre qu'à l'intérieur tu vas jouer forcément des cartes avec Overlord et Servante, mais tu vas aussi pouvoir jouer des contres, ces contres qui se réduisent. Alors là ça paraît peut-être simple, je prends un exemple plus concret, on part sur Mecha Freezer, il joue avec des extras, tu sais que directement la mécanique du deck va se baser sur des extras. Donc des extras que tu vas pouvoir réduire une fois que tu es pas éveillé, donc non éveillé. Donc des extras 1 que tu pourras payer en prenant un point de vie, et éveillé partir sur des extras à coup de 2. Tu vois, c'est un exemple très simple et très concret qui va t'aider déjà à savoir vers quoi tu te diriges. Si évidemment, encore une fois, tu te dis ouais mais moi je suis pas assez bon ou je ne connais pas assez les différentes cartes, je t'invite vraiment à aller consulter des deck builders online. Alors c'est des deck builders où les joueurs souvent vont partager des decklists. Alors évidemment tu ne trouveras pas les meilleurs decklists, les decklists qui feront forcément du top ou qui seront très très stables, mais au moins tu pourras consulter des decklists qui sont joués, d'accord, et tu pourras consulter une diversité de decks du même leader. Alors qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet toi en tant que joueur de regarder un petit peu ce que tu vas pouvoir retrouver dans ces decks. Si tu veux que par exemple des cartes à archétype se retrouvent souvent en x4 dans ces mêmes decklists, voilà, la lumière est faite, tu sais que ces cartes vont potentiellement avoir leur place à l'intérieur. Si par contre tu vois des cartes en x1, x2, tu te dis c'est peut-être moins important. Donc c'est vraiment un des premiers arguments que je te conseille de faire. Alors le second qui là aussi je pense te paraîtra plus que logique, c'est tout simplement de consulter certains sites pour connaître les decklists joués par les joueurs, notamment pour les tops de tournois. Alors tu as très simplement le site Top Deck Diffusion qui lui est à jour et te propose très régulièrement toutes les decklists des joueurs du top des tournois que tu pourras retrouver en France, en Europe et si ce n'est aux États-Unis. Une fois que tu consulteras ces decklists, tu pourras comprendre que voilà, certaines listes sont assez stables, certaines cartes sont très présentes et donc là tu pourras aussi avoir un certain avis et avoir une certaine expérience pour te créer un petit deck. Alors maintenant que tu te rapproches du titre de Best Deck Builder Novice, on va donc partir sur un autre point hyper important que tu vas devoir bien retenir. Donc maintenant que tu as compris que tu devais consulter les méta et donc passer par toutes ces étapes essentielles, tu devrais te rendre compte que des cartes sont toujours globalement présentes dans certaines couleurs et évoluent aussi au fur et à mesure des méta. Alors je suis joueur bleu, encore une fois je vais te donner mon expérience en tant que joueur de cette couleur. Tu peux retrouver dans la plupart des decks Trunks contre-attaque, Trunks Counterplay, Bull Unisson, Baby Unisson, Senzu, Dimension, Galactic Buster et j'en passe. Alors toutes ces cartes sont des cartes qui vont rentrer dans la plupart, si c'est dans la plus grande majorité des decks bleus. Pourquoi? Tout simplement parce que ces cartes sont très rentables et très fortes. Et donc tu as la même chose dans chaque couleur. Je ne vais pas un peu plus développer sur cette partie-là, ce sera à toi évidemment de l'observer, mais il faut bien te rendre compte que dans chaque couleur tu as ces cartes clés. Et donc je pense que mon ami Guillaume Boin a fait une petite vidéo dessus, tu pourras donc du coup la consulter, où il te parle un petit peu de tout ce qui est CA, cartes puissantes, etc. Donc n'hésite pas à suivre sa chaîne, Golden Boin, je la mettrai en description et tu pourras te faire plaisir à la visionner. Donc voilà, il faut vraiment que tu te rendes compte que c'est très important d'avoir les gros staples et qu'elles vont directement prendre place dans ton deck une fois que tu en construis un. Souvent c'est une histoire de 15, 20, peut-être plus ou moins cartes. Et donc tu sais déjà que sur un deck de 50 cartes, boum, cette partie est obligatoire. Voilà, donc je m'attarde pas plus, on a fini. Et donc maintenant tu sais que tu dois avoir un deck de 50 cartes, avec un maximum d'exemplaires x4, des cartes qui sont essentielles à ton archétype, des cartes qui font partie des staples de ta couleur. On va donc passer au dernier argument. Alors si tu me connais ou pas, je suis un joueur qui aime toujours mettre sa petite touche de spicy dans son deck. C'est-à-dire que dès que tu vas commencer à vraiment savoir deck builder et connaître un peu cette méta, donc ce qui se joue autour de toi, tu vas pouvoir essayer de prévoir un petit peu ce que les joueurs vont jouer et donc toi-même de proposer quelque chose de nouveau. Donc quand je te parle de touche spicy, c'est d'essayer toi-même en tant que joueur de mettre quelque chose dont les joueurs ne s'attendront pas forcément. C'est ce qui, je pense, d'ailleurs moi fait ma force. Je viens toujours avec des decks où on ne s'attend pas forcément à ce que ça ou ça soit joué. Et donc tu devrais, avec un petit peu d'expérience dedans, en être capable. Et donc, une fois que tu auras réussi à être spicy, tu seras encore une fois sur un petit level up de deck building et tu feras toi aussi partie des meilleurs. Alors évidemment, ça ne se finit pas là, puisque si tu veux encore être le meilleur, il faut toujours t'entourer de joueurs, il faut que tu tryhard, il faut que tu joues donc beaucoup, que
tu échanges et que tu apprennes. Évidemment, on ne devient pas un bon deck builder en créant un deck comme ça, en jouant 2 fois et en se disant c'est fini. Non, il faut vraiment que tu l'essayes contre différents decks de la méta, que tu essayes de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc dès que tu auras cet œil un peu plus expert, tu comprendras que dans ton deck et dans ton side, tu devras avoir des réponses globalement à tout. Des cartes contre déflexion, des cartes contre barrière, des gros kills, et j'en passe. Il faudra vraiment que tu comptes tout ce qui est présent dans la méta. Alors maintenant, on va donc se retrouver sur la fin de la vidéo. Tu devrais, après avoir bien écouté cette vidéo et l'avoir mise en pratique, être un bon deck builder et pouvoir commencer à créer tes propres decks. Alors maintenant que tu as pu suivre cette vidéo entièrement, n'hésite pas à t'abonner à la page et à rejoindre la Ribri Team, à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à commenter, que ce soit évidemment dans le bon sens, dans le mauvais sens, peu importe, j'échangerai avec toi et je te donnerai toujours mon avis. Et puis on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.